De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Kumba Diokhane, notre consultant en stratégie de sécurité, Mohamed El Kebirba, ainsi que notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. En Mauritanie, elle est reconnue en tant qu'une combattante farouche des droits de l'homme, des droits des populations noires, marginalisées et des droits des femmes. Première femme avocate de son pays et seule femme à plaider. Elle est le symbole du courage, de la fermeté, de la sérénité, mais aussi de la bravoure. Il s'agit de Fatimata Mbaye. Son portrait nous est proposé par Clément Joël Soala. Fatimata Mbaye est une combattante engagée des droits de l'homme en Mauritanie. Première femme avocate de son pays, elle lutte essentiellement contre les pesanteurs socioculturelles et les atteintes aux droits de l'homme. À 58 ans, son parcours est marqué par le refus de l'oppression sous toutes ses formes. Le tempérament calme, c'est une militante persévérante, téméraire, qui se cache derrière son sourire, masque de principes et valeurs. La prison, elle l'a connue par 3 fois dans ses luttes. Le combat pour elle, c'est toute une vie. Ce sont des buts à atteindre avec persévérance et perspicacité. Cet engagement lui a valu plusieurs récompenses. À 12 ans, Fatimata Mbaye est mariée de force à un homme de 45 ans par sa famille au nom d'une union qui avait été scellée entre cousins et ce bien avant sa naissance. C'est là que commence son combat. Elle lutte toutes les années qui s'ensuivent pour se libérer de ce mariage forcé. Bagarre, crise, fugue, elle use de tous les moyens pour convaincre sa famille de la sortie du mariage qu'elle n'a pas voulu. Mariée si jeune, elle donne naissance à 3 enfants. Salimata, une fille à l'âge de 14 ans, Baba, un garçon à 16 ans et Tidjane, le deuxième garçon, à l'âge de 18 ans. Notre grande sœur, c'est ainsi que ses enfants l'appellent affectueusement, du fait du peu d'années qui les séparent de leur mère. Aujourd'hui, Fatimata Mbaye mène une lutte sans merci au viol conjugal et aux violences faites aux femmes dans un pays où les droits des femmes sont toujours bafoués. Il faut les informer, il faut informer les familles qu'on ne peut pas marier une fille à 12 ans, on lui vole son enfance, on ne lui donne pas la possibilité de se constituer, de se former. Et de l'autre côté, c'est que c'est une lourde responsabilité qui ne peut pas reposer sur les frères Paul d'une fillette de 12 ans, 13 ans, 14 ans. En plus de cela, je pense que l'État a adopté une loi de protection des droits de l'enfant et un code de statut personnel, donc le code de famille, qui fixe l'âge du mariage à 18 ans, aussi bien pour le garçon que pour la fille, et cela doit être respecté. Durant ces années de mariage, Fatimata continue ses études et y voit un moyen d'évasion. Elle ne cessera de clamer à ses parents sa désapprobation de l'union conjugale qu'elle entretient malgré elle avec son mari. À l'âge de 18 ans, Fatimata Mbaye obtient son baccalauréat et le divorce le même jour. C'est une double victoire pour la jeune fille dont les rêves et ambitions ne se sont pas éteints à l'usure des souffrances qu'elle a endurées. Au contraire, c'est de ces épreuves qu'elle dit tirer les forces nécessaires dans son engagement. Fatimata Mbaye est admise à l'université à Nouakchott pour y étudier le droit de 1981 à 1985. Bravant les préjugés, les stéréotypes de la société mauritanienne et la crainte de sa famille, elle s'inscrit au barreau pour devenir avocate. Seule fille au concours, elle y réussit et devient la première femme avocate de la Mauritanie. J'étais bien sûr très consciente de tous les problèmes que mes concitoyens rencontrent, que des autres personnes qui vivent sur le territoire mauritanien rencontrent. Mais une fois à l'intérieur de la prison, j'ai compris aussi qu'il y avait une autre vision qu'on devrait apporter sur les personnes qui séjournent en prison. Et on devrait apporter un appui très fort à ces personnes-là et un accompagnement qui permette à ces personnes tout simplement de leur restituer leur dignité. Fatimata Mbaye entame dès l'université sa lutte pour les droits de l'homme, ceux des Mauritaniens noirs en l'occurrence, marginalisés et toujours en proie à l'esclavage. En 1986, Fatimata Mbaye est emprisonnée avec d'autres personnes intellectuelles, étudiants, enseignants, pour avoir soutenu le manifeste du négro mauritanien opprimé, écrit par des intellectuels noirs pour dénoncer la situation des Noirs en Mauritanie. Fatimata Mbaye fera encore 2 séjours carcéraux entre 1991 dans le sillage des arrestations des militaires noirs des forces de libération africaines de Mauritanie, puis en 1998 pour sa lutte contre l'esclavagisme dans les sociétés mauritaniennes. Je pense que nous sommes dans une société où nous avons plus de 52% de femmes. Et ce serait dommage aujourd'hui qu'on ne puisse pas qu'on n'applique pas le système de quotas au sein des instances décisionnelles et surtout au sein du Parlement.
En Mauritanie, la question de l'esclavage est un sujet sensible et a été à l'origine d'une crise politico-sociale entre 1989 et 1991. Si la constitution mauritanienne considère l'esclavage comme un crime, Fatimata Mbaye dénonce le fait que dans la réalité, l'exploitation et le mépris des Noirs est une réalité indéniable et continue de nos jours. C'est l'un des combats de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, créée en 1991 et dont elle est la présidente. C'est un combat continu. Et c'est un combat, bien sûr, moi j'ai fait ce que je peux, je continue encore à le faire, mais fort heureusement, il y a encore la jeunesse qui est là, qui va faire assurer la relève. Et ce que nous espérons, c'est jusqu'à la création d'une société ouverte, d'une société libre et démocratique, où toute personne peut s'exprimer, où toute personne peut défendre ses droits, et toute personne peut en tout cas espérer faire entendre sa voix et obtenir gain de cause. Quelque part, je suis détestée, mais quelque part, je suis respectée aussi. Hein. C'est normal, c'est tout à fait normal. En 1999, Fatimata Mbaye est la première africaine à obtenir le prestigieux prix international des droits de l'homme de Nuremberg. En 2012, elle reçoit le prix Trafficking in Person Report du département d'État des États-Unis qui récompense les héros de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Et en 2016, elle est aussi lauréate du prix américain Femmes de courage du secrétariat d'État américain avec 13 autres femmes du monde entier. Fatimata Mbaye a foi en ses combats pour lesquels elle vit et espère un aboutissement heureux que les jeunes générations qu'elle a inspirées achèveront sans doute. Madame Diorhané, quand on voit le parcours d'une femme comme Fatimata Mbaye aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que femme moderne du XXIe siècle? Fatimata Mbaye est une femme qui est très très brave, vraiment vivant dans une société musulmane, qui se bat pour le droit des femmes, qui arrive à obtenir des résultats, qui a été primée vraiment un certain nombre de fois. C'est très très rare de pouvoir avoir ce type de résultats dans ce genre de société. Et j'ai juste envie de dire que de nos jours, le combat des femmes ne doit pas être un combat vain, parce que dans plusieurs pays d'Afrique, nous voyons que les femmes sont les plus entreprenantes et qui sont le moins représentées dans les institutions, que ce soit sur le plan politique, je dirais. Mais on voit bien quand même qu'un pays comme le Sénégal a pratiquement atteint la parité à l'Assemblée nationale par rapport à beaucoup de pays développés. Donc aujourd'hui, vraiment, le combat des femmes est je dirais, quelque chose à saluer, mais cette brave dame est aussi vraiment à applaudir en ce jour de 8 mars. Vous sentez une évolution de cette condition féminine africaine ? Il y a une grande évolution de la condition féminine africaine parce que du point de vue de l'entrepreneuriat, je reviens sur ce sujet, les femmes quand même sont réputées, je dirais, tenir la maison dans les villages en Afrique et beaucoup dans les grandes villes aujourd'hui. On voit une explosion en Afrique de l'Est de ces start-up qui sont créées par de jeunes femmes et qui marchent très très bien. Et je redis encore les femmes arrivent à se présenter à des élections politiques qui sont vraiment aujourd'hui, je dirais, à applaudir. Ouais. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes ces femmes pour éviter qu'elles soient finalement reléguées au second plan? On parle d'entrepreneuriat effectivement, mais dans les instances de décision ou dans les conseils d'administration, on ne les trouve pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter d'être mises finalement derrière les hommes? Moi, je dirais plutôt d'abord aux familles de laisser les jeunes filles se former. La formation, c'est quelque chose de très, très important. Parce que quand on arrive à un niveau de formation satisfaisant, je dirais, il ne s'agit pas simplement d'aller faire un bac plus 4, 5, etc. Même une formation professionnelle, pour une jeune fille aujourd'hui en Afrique, est quelque chose d'important. La formation, d'abord donc, aux jeunes filles, et ça, c'est un message directement que je lance aux familles. Ensuite, pour les jeunes filles qui sont déjà formées et diplômées, il faut se battre. Il faut simplement se battre, il faut pouvoir s'imposer, il faut pouvoir aller vers les instances décisionnelles, parce qu'on voit très bien qu'un système de gestion est complètement différent quand c'est confié à une femme que par rapport à un homme. Je suis désolée, messieurs, mais c'est la journée de la femme, je pense qu'on peut tous se permettre ce soir. Mais, nous avons tous les droits aujourd'hui, nous sommes d'accord. Monsieur Ba, vous êtes mauritanien. Quelle image renvoie Fatimata Mbaye au sein de la société mauritanienne? Fatimata Mbaye, c'est le courage. Fatimata Mbaye, c'est une femme qui a fait le droit, qui est différente de ces gens qui ont fait le droit parce que le père était avocat ou la mère, parce qu'ils ont été coachés par quelqu'un qui a fait du droit. Fatimata Mbaye a été victime d'injustice, on l'a mariée de force, comme le dit le reportage, chose que je sais déjà moi. Elle a accepté donc de faire ses études.
contre vents et marées. C'est la première Mauritanienne diplômée en droit, 1988. Et ça a été pour elle des expériences. Elle a décidé à ce moment-là d'être la voix des sans droit et des sans voix. On ne peut que la féliciter pour ça. Vous sentez que son parcours, en tout cas en Mauritanie, a participé à faire évoluer les mentalités au sein de la société? Absolument, absolument. Surtout dans la communauté de laquelle nous sommes issus. C'est un exemple, Fatima Tambay. Vous voyez d'autres Fatima Tambay bientôt émerger au sein du pays? On en verra beaucoup d'autres. D'autant qu'elle a son cabinet d'avocat. Je sais qu'il y a des filles qui sont stagiaires chez elle. Et c'est clair qu'aujourd'hui, elle est mentor de ces gens-là. Jean-Marie, comment engager les femmes à prendre le pouvoir, finalement, quand on voit le parcours d'une femme comme Fatima Tambay? C'est tout simplement, vous savez, Mandela disait une chose. Mandela disait, pour faire développer l'Afrique, c'est l'éducation qui est à la base. Parce que l'ignorance, si vous voulez, c'est la source de la plupart des turpitudes. Là, nous nous retrouvons dans une société dans laquelle nous avons nos traditions. Et à un certain moment, ces traditions-là trouvent leurs limites. Pour moi, voilà une femme qui a un parcours éloquent. Moi, je la comparerais un peu, si vous voulez, de ce que Myriam Makeba avait fait en Afrique du Sud. Lors de l'apartheid en tant que telle. Voilà une femme qui vit dans une société dans laquelle vous avez l'esclavage qui est pratiqué en tant que tel. Peu ou prou, les Mauritaniens, c'est-à-dire peuvent l'accepter, mais la réalité est là, parce que moi j'ai eu l'occasion d'assister, si vous voulez, à certaines conférences concernant, si vous voulez, la Mauritanie sur l'esclavage. Donc ça, c'est se dépasser, si vous voulez, en Afrique en tant que tel. Donc ça, c'est un parcours éloquent, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez une personne qui se lève, qui se dit, oui, la condition de la femme n'est pas la condition qui doit être faite à la femme en tant que telle. Aujourd'hui, là, comme elle disait notre invitée, c'est votre journée aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous savez que vous êtes 52% et nous sommes 48%, la moindre des choses, ce serait quoi? C'est qu'on ait un minimum de parité. C'est vrai que de temps à autre, on dit passer par la loi, c'est-à-dire par la loi pour pouvoir imposer ça, c'est pas bien, il faut laisser les gens se débrouiller. Non, quand vous avez une société qui est machiste et que nous, les hommes, nous ne voulons pas laisser, si vous voulez, ce pouvoir-là aux femmes, il faut obligatoirement passer par la loi. C'est comme ça qu'on fait évoluer une société. À un certain moment, on pourrait éventuellement, comment dirais-je, supprimer ces lois-là dans la mesure où on atteint déjà un certain équilibre. Donc, à partir de là, je me dis tout simplement que voilà une dame qui montre un exemple, si vous voulez, aux jeunes Africaines, c'est-à-dire de ce que doit être l'Afrique de demain, et que j'espère bien que vous aurez énormément d'Africaines qui vont s'engouffrer, si vous voulez, sur cette voie-là qui a été si bien tracée. Madame Durrani, pour poursuivre sur ce débat, certains conseillent aux femmes de ne jamais imiter les hommes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous évoluez dans un milieu de l'entrepreneuriat et également au sein du sphère politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. On n'a pas besoin de les imiter parce que des fois, on est encore meilleur. Donc, le problème, c'est la reconnaissance de ces qualités que les femmes ont. Parce qu'à force de nier la qualité des femmes, c'est la raison pour laquelle les femmes se retrouvent dans une situation pareille. Mais on n'a pas vraiment besoin du tout d'imiter les hommes. Est-ce qu'au sein de votre parcours, vous avez senti, vous, cette différence, en tout cas, notamment pour accéder à un poste, ou alors on vous confie une mission et finalement, vous n'avez pas été mise en avant parce que vous êtes une femme? Bien sûr, on a vraiment beaucoup d'anecdotes où... Je dirais un jour où je suis descendue de l'avion et mon collaborateur, qui était donc un homme, a été reçu avant moi. Voilà, donc un certain nombre de fois, je vous dis à chaque fois, nous avons ce type d'expérience dans la vie. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, cette journée de la femme est un honneur pour la femme. Qu'est-ce qu'elle représente d'ailleurs, cette journée de la femme pour moi, elle ne représente rien du tout. Parce que tout simplement, j'aimerais tout simplement qu'on nous dise, ou alors qu'on imagine qu'à chaque journée de la femme, qu'il y a une mesure supplémentaire qui est prise en faveur des femmes. Et de la part des hommes, je pense que ce jour-là, on n'aura plus de journée de la femme du tout. Il ne faut pas rigoler. Jean-Marie, c'est une proposition qui est tout à fait louable. Pourquoi, finalement, les choses progressent si lentement? Les choses progressent si lentement, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté, si vous voulez, d'établir cet équilibre-là qui est nécessaire dans la société. Comme elle dit notre invité, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai essayé de voir, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on sait. Vous avez des inégalités de salaire en France, ce n'est pas uniquement chez nous en Afrique, mais c'est clair aussi, un peu partout, c'est la même chose. La position de la femme est toujours une position, si vous voulez, qui est infériorisée dans la société en tant que telle. Moi, en tant qu'enseignant, quand je regarde, c'est-à-dire, quand j'ai des étudiants et des étudiantes, je veux vous dire là-dessus, elle parlait des gestions là tout à l'heure, les femmes gèrent mieux que nous les hommes. Ça, c'est une évidence en tant que telle. Même en termes, c'est pas parce que nous sommes la journée de la femme aujourd'hui, même en termes de parcours scolaire, les filles sont plus performantes, comment dirais-je, que les garçons.
Il n'y a qu'à prendre les statistiques et vous verrez très très bien que ce sont des choses Mettons ça en œuvre. Mettons ça en œuvre. J'aime bien les constats, d'accord, qui nous donnent vraiment toutes les qualités. Encore faudrait-il mais malheureusement, les appliquer. encore faudrait-il les appliquer parce que 52% de femmes, c'est très bien, mais on retrouve à peine 10 à 15% de femmes Et quand on met dans des les quotas, instances de décision. Si on met des pour quotas, laquelle- est-ce que c'est une réponse Je trouve suffisante? que c'est très efficace. Voilà, il faut Les quotas légiférer. sont quand même nécessaires quelque part pour légiférer. Sinon, Oui. on n'a pas un début d'erreur. Si on ne débute pas, si vous voulez, le mouvement, c'est-à-dire à l'imposer par la loi en tant que tel, je pense que les hommes ne vont pas bouger. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer bien plus tôt, bien en amont, au niveau de l'éducation bien en amont, scolaire exactement, de c'est ça base? l'éducation. C'est-à-dire notre, comment dirais-je, moi je dirais que Madame Baye nous donne, si vous voulez, l'exemple de ce qu'il y a à faire en tant que tel. Je vous ai parlé de l'éducation tout à l'heure, c'est la variable fondamentale et essentielle pour rétablir. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un garçon et une fille, qu'est-ce qu'on se dit? Par rapport à nos traditions, on envoie le garçon à l'école et la fille reste à la maison. Bon, à partir de là, vous créez déjà cette ségrégation-là entre les deux sexes, à savoir le masculin et le féminin en tant que tel. On donne la parole à Mme Diokhane pour conclure les débats. Sur l'éducation, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudra à un moment aussi supprimer les clichés parce que nous avons énormément de clichés par rapport aux métiers qui sont réservés aux hommes, les autres métiers qui sont réservés aux femmes. Du coup, au niveau de la formation et du parcours de la jeune fille à l'école, lorsqu'on arrive à un certain moment où, par exemple, la jeune fille peut avoir un bac scientifique et veut faire de l'aviation, eh bien là, il y a beaucoup plus de réticence, etc. Donc, il faudra absolument vraiment limiter tous ces clichés pour permettre à des jeunes filles de pouvoir accéder à des études supérieures scientifiques ou autres, le métier qui lui plaira, et ainsi d'être autour de la table de décision. D'ailleurs, de plus en plus, ça se produit en Afrique parce que, bon, moi, j'ai regardé des tas et des tas de reportages. Vous avez de plus en plus de filles, si vous voulez, qui rentrent dans des écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ça a été une exceptionnalité pendant X temps, mais durant ces dernières décennies, vous avez de plus en plus de femmes qui vont vers des métiers qui étaient soi-disant réservés aux hommes en tant que tels. Le métier d'ingénieur, quand on vous parlait d'ingénieur, vous n'avez pratiquement pas le féminin en français. Ça va changer, espérons-le en tout cas. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.